Ce soir, donc, cette table ronde est organisée en partenariat avec les amis de la Confédération paysanne, dont plusieurs membres sont présents et qui ont également apporté de la documentation que vous pourrez consulter à la sortie. Je signale que malheureusement, Jean-Pierre Leland, qui était prévu ce soir, a des soucis de santé et donc n'a pas pu nous rejoindre. Par contre, je vous signale aussi que dans la préparation de cette conférence, nous avions invité des personnes qui pratiquent la méthanisation, soit en tant qu'agriculteurs, soit en tant qu'énergéticiens, mais ils n'ont pas répondu favorablement à notre proposition. Voilà, donc nous avons donc ce soir la chance d'avoir avec nous Claude Lefebvre, qui est maraîchère à Banalec, donc dans le Finistère Sud. Nous avons Jacqueline Mollet du collectif national Vigilance Méthanisation, et nous avons Florence Drenoux de l'association Transparence Chapelle-Neuve 56, qui nous parlera donc plus précisément du combat qu'il mène par rapport à une installation sur la Chapelle-Neuve. Et donc je remercie aussi bien sûr Raphaël Baldos, donc journaliste d'investigation notamment pour Splan, et qui d'ailleurs dans le cadre de ses activités pour Splan a sorti une petite brochure sur la méthanisation il y a maintenant 2 ou 3 ans et qu'il a actualisé récemment. Donc je passe la parole à Raphaël. Merci, bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Raphaël Baldos, journaliste à Splan, notamment, dont vous voyez l'illustration de l'enquête que nous avions réalisée avec Julie Lalouette-Geffroy sur la méthanisation. Pour commencer, dire que ce que c'est en fait la méthanisation, tout simplement, c'est ni plus ni moins qu'un énorme compost. L'idée, c'est de rassembler les déchets végétaux et animaux d'une ferme pour produire de la chaleur. Et ensuite, avec cette chaleur, on peut faire animer un réseau de chaleur, par exemple, mais aussi on va produire, outre la chaleur, du méthane. Et ce méthane peut donc être utilisé soit en injection dans nos tuyaux de gaz, soit pour faire tourner une turbine électrique. Aujourd'hui, il y a à peu près 1800 méthaniseurs en France. La majorité, ce sont des méthaniseurs agricoles. Et il y en a 281, j'ai fait le décompte avant de venir, en Bretagne actuellement. Au départ, le méthaniseur, c'était donc tel que je vous l'ai présenté. Ça peut paraître comme plutôt une bonne idée finalement de recycler les déchets de la ferme et d'en faire quelque chose. En plus, ce quelque chose qui s'appelle le digestat, c'est-à-dire ce qui reste une fois qu'on a fait composter tout ça dans une immense cuve qu'on appelle donc le méthaniseur ou le digesteur. Eh bien, on peut ce digestat l'épandre sur les terres et éventuellement faire un apport azoté pour les cultures. Mais le problème, c'est que, vous me voyez venir, c'est qu'on a tout de suite, on est tout de suite parti sur des méthaniseurs très grands. Et en plus, en Bretagne, nos terres, elles sont déjà ultra azotées parce vous savez qu'on a beaucoup d'élevage. Et que donc tous les effluents d'élevage, on les met sur les terres. Et donc, voilà, le méthaniseur, c'est le titre, c'est bonne idée, mauvaise pratique. Voilà, c'est la question qu'on va se poser donc avec nos 3 intervenantes. Donc, on va essayer de terminer à l'heure pour 20h pour que vous puissiez ensuite, il y a des stands à l'extérieur, donc l'idée c'est aussi que vous puissiez en profiter. Mais il y aura un temps pour vous, pour les questions du public. Voilà, donc on se donne un peu moins d'1h30 parce qu'on a commencé avec un petit peu de retard. Donc
Ah oui, quelque chose que je voulais vous dire aussi quand même, c'est que quand on a fait, ce qui est aussi particulier, c'est quand on a fait notre enquête avec Julie pour Splan. Donc Splan, si vous ne connaissez pas, c'est un média d'investigation qui a été créé il y a 5 ans, basé en Bretagne, et qui est financé uniquement par les dons du public. Voilà, ça c'était le petit coup de pub pour Splan. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que lors de notre reportage, on a été étonnés aussi par le fait que là où il y a des méthaniseurs, souvent il y a des caméras, il y a des barbelés, des grillages. C'est souvent, ça ressemble plus du tout à des fermes, quoi. Ça ressemble plus à des usines avec des interdictions d'aller venir devant. Voilà, pour vous donner un peu le contexte. Craignent aussi éventuellement d'être d'intervention de terroristes, en fait. Et ils ont une obligation de clôturer leur site, parce que c'est quand même quelque chose d'explosif. Il y a des locaux latex où voilà, c'est explosif, on en reparlera au moment des actions. On va commencer d'abord avec Florence Drenoux, qui donc représente l'association Transparence Chapelle-Neuve, qui est un territoire très très concerné par la méthanisation, puisqu'il y a un important projet là-bas. Est-ce que Florence, tu peux nous rappeler ton expérience à la Chapelle-Neuve? Ça remonte à combien de temps? On a commencé à lutter il y a 3 ans et demi maintenant, et on n'entend pas. On a commencé à lutter il y a 3 ans et demi maintenant, et tout de suite ça a été explosif, effectivement. On est monté à 480 adhérents dans notre association de lutte contre le projet de méthaniseur. Alors pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas pu choisir un endroit pire. Là, j'ai affiché une maquette à l'échelle du projet. Le projet n'est pas construit, hein. Ils avaient prévu de le mettre en service en septembre. Voilà, c'est ça. En septembre 2023, et grâce à nos actions juridiques, grâce au soutien de Jacqueline, de Jean-Pierre qui n'est pas là, de Claude, grâce à l'enquête aussi de Splan, on a réussi à informer les gens et à étayer un dossier pour le porter devant le tribunal administratif. Alors pourquoi tout le monde s'est révolté contre ce projet qui s'est fait de manière totalement déloyale en catimini? Voilà, la réponse est là. Là, on voit le bourg de la Chapelle-Neuve. Le méthaniseur est placé sur une hauteur à côté du château d'eau, le long d'un petit ruisseau qui se jette dans un affluent du Blavet. À Lorient Agglomération, vous buvez l'eau du Blavet. Il faut s'en rendre compte. Tout ce qui se passe chez moi, je suis un peu votre voisine du dessus, tout ce qui se passe chez moi, ça arrive chez vous. Donc là, ça a été relevé par notre avocat, il y a des gros risques de pollution de l'eau. On a peur également de la pollution de l'air, des risques bactériologiques. On constate déjà, alors même que le projet n'est pas construit, des baisses sur les biens immobiliers également, et voire des gens qui ne peuvent plus vendre leur maison. Je pense notamment à une dame qui habite juste près du château d'eau qu'on voit tout à haut en blanc, qui a des gros soucis de santé, qui voudrait se rapprocher de sa famille dans le Nord Finistère et qui ne peut pas. L'agence lui a dit ça ne sert plus à rien d'essayer de vendre. Ce qu'on craint également, c'est toutes les petites routes. Là, la seule chose qui n'est pas à l'échelle sur la maquette, c'est les routes. Donc j'ai fait parvenir des photos, on les verra peut-être tout à l'heure, des photos de l'endroit où j'habite. Ils vont faire venir des énormes engins de communes alentours. La distance moyenne qu'ils parcourront aller-retour, ça sera à peu près 20 km, mais on a très peu d'informations. Les porteurs de projets n'ont pas communiqué sur les endroits d'où viendront les choses, sur les trajets très peu. Là, on est sûr qu'ils vont passer par là, par contre. Donc, il y a une école juste à côté en haut, il y a un lotissement en pleine construction. Donc ça aussi, ça a joué dans la colère locale. On craint également un soutien à l'agro-industrie, encore une fois. C'est-à-dire que la parcelle, là où est prévu le méthaniseur, c'est 4 hectares et demi. Il y avait un projet il y a quelques années de maraîchage bio sur cette parcelle. L'agriculteur a refusé de vendre
en disant moi vivant, je ne vendrai jamais mes terres. Et voilà, il l'a vendu quand même. Et pas un projet nourricier, mais un projet d'artificialisation déjà et de production d'énergie entre guillemets. Ce qu'on craint aussi, c'est dans le désordre, c'est l'augmentation des impôts locaux, une production d'énergie dérisoire, un détournement d'argent public, parce que ces usines produisent tellement peu d'énergie qu'elles ne seraient pas rentables s'il n'y avait pas nos impôts qui les financent. Alors, on aura l'occasion de reparler des impôts, mais le premier projet qui a été déposé, il a été refusé par la préfecture. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors c'est effectivement rarissime en Bretagne. Donc pour qu'un projet de méthaniseur ait le droit de se concrétiser, il faut qu'il ait deux autorisations, un permis de construire et une autorisation ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. C'est un joli mot pour les usines qui polluent en fait. Et donc d'habitude en Bretagne, les préfets acceptent tous les ICPE, sauf qu'en décembre 2022, face, je pense, à la mobilisation citoyenne, le préfet a refusé le premier arrêté ICPE. Mais il est revenu dessus depuis, donc heureusement on a eu le temps de s'organiser en catastrophe avec un avocat, et donc on a contesté à la fois le volet ICPE au tribunal administratif et le permis de construire. Donc actuellement on en est, malheureusement pour le moment on perd. Donc voilà, là vous voyez le méthaniseur d'Arzal, Jacqueline vous en parlera un peu plus. Donc à Arzal il est déjà construit. Donc nous c'est ce qui nous fait, voilà, c'est contre ça qu'on se bat. Et le conseil municipal s'est prononcé aussi contre le méthaniseur ? Non, le conseil municipal a donné un accord tacite, c'est-à-dire qu'il a laissé les délais courir et au bout de 3 mois, qu'il dit mot consent, c'est-à-dire que les mairies donnent un avis. Alors elles ont le droit d'émettre un avis négatif, la préfecture ne va pas forcément suivre. Mais ils ont le droit de donner cet avis, et la Chapelle-Neuve, ça a été ils ont émis un accord tacite. Et ils nous ont mis énormément de bâtons dans les roues, en ne communiquant pas des documents dans les temps, etc. Mais il n'y a pas que la mairie qui nous a mis des bâtons dans les roues. D'accord. Et au niveau judiciaire, quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, là, donc on a perdu le tribunal administratif en première instance, donc on continue. On va en appel à la cour d'appel de Nantes maintenant, et on a bon espoir parce que le rapporteur, donc c'est la personne. Oui, c'est la cour d'appel administrative, et puis le rapporteur, c'est celui qui représente le gouvernement. C'est le rapporteur du gouvernement, c'est son nom. D'accord. En tout cas, le rapporteur au tribunal administratif, même si ça n'a pas été suivi pour les juges pour l'instant, a reconnu que le méthaniseur et le gazoduc, c'est-à-dire la canalisation qui rejoint le méthaniseur à l'endroit où il ira distribuer le gaz, faisaient bien partie du même projet. Donc ça nous rend très optimistes parce que ce gazoduc-là nous a été caché pendant 5 ans. La GRDF et les porteurs de projets ont dissimulé ça. Et le tribunal administratif aussi a donné son accord en ne connaissant pas le tracé de ce gazoduc qui ne va pas alimenter des maisons, mais va alimenter des usines à 6 km de là. Oui, très bien. On va peut-être donner la parole à Jacqueline. Jacqueline Mollet, tu es représentante du collectif national Vigilance Méthanisation, Canal historique. Alors, ce qui est intéressant, Jacqueline, c'est que toi, tu regardes le panorama national et tu observes un certain nombre de choses. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans ton analyse ? Alors, à l'échelle nationale, effectivement, on constate des nouveaux projets tous les jours avec des statistiques d'accidents en nette augmentation. En réaction, on constate la création de plus de 160 collectifs sur tout le territoire national, associations et partenaires qui se créent, se concertent et font front en France. Alors,
au sein du CNVCH national, je représente la Bretagne, avec Jean-Pierre Leland qui n'est pas là ce soir. Et en tout cas, au niveau breton, on peut voir 3 cas assez emblématiques. Donc Banalec, dont vous parlera Claude tout à l'heure, il y a 13 ans de lutte et dont la construction a démarré dès l'été 2025. La Chapelle-Neuve de Florence, c'est le deuxième projet accepté mais qui n'est pas encore commencé, donc qui n'est pas sorti de terre. Et enfin Arzal, que je représente aussi, puisque je suis riveraine du méthaniseur. Il existe depuis 13 ans. Il était un peu précurseur dans l'activité. On peut dire que c'est un site dysfonctionnel. Il fonctionne depuis 2012 en s'installant en catimini, à 130 mètres des premiers riverains. Une localisation très mal ciblée jusqu'aux abords de la ferme d'origine, puisqu'on parle d'activité agricole. Donc normalement, ils disent, ben voilà, moi j'ai continué mon activité agricole, donc je la fais au sein de la ferme. Mais sauf que là, la ferme a été trop proche du village pour une activité industrielle en fait. Donc trop proche de la ferme d'origine, enfin proche de la ferme d'origine, à 900 mètres du centre-bourg, et donc avec la proximité d'un ruisseau, mais j'en reparlerai, 2 pollutions, dont une condamnée en 2018. Puis on assiste au triplement des capacités sans autorisation. Et ça, c'est un peu un problème lié à l'administration face à ces développements qui se révèlent pas du tout à la hauteur. Donc ils ont laissé un triplement de capacité sans autorisation, que ce soit pour le cheptel ou la méthanisation, puisque c'est un producteur de lait qui a 450 vaches laitières, avec creusement de la cuve principale de 6000 m3 en 2017. Donc vous voyez, il a commencé à parler de son projet en 2012, il a creusé une cuve en 2017, et après plusieurs mises en demeure, dont une en 2018 avec non-respect des capacités de production, il a obtenu l'arrêté d'autorisation pour régularisation en 2021. Donc on voit bien qu'il y a un problème entre le moment où le projet est déposé pour des petits volumes, qui rapidement montent en production, en triplant le cheptel, en doublant l'entrée des intrants dans le méthaniseur, et tout ça pour obtenir l'autorisation par régularisation. Donc en fait tout est fait, on régule quoi, en 2021. Et ça effectivement c'est vraiment un grand classique, c'est ce qu'on a vu dans notre enquête, c'est quasiment systématique. C'est-à-dire qu'au départ il déclare un certain tonnage pour le nombre d'effluents qui vont être méthanisés, et puis rapidement, une fois que l'activité est lancée, ils augmentent la capacité et puis ils demandent la régularisation. Alors, en conclusion de ma première intervention, là, on peut dire que Eaux et Rivières de Bretagne, que je représente aussi ce soir ici, puisque je suis adhérente, ERB qui qualifie le dossier d'emblématique, reconnaît une jurisprudence du fait accompli et la victoire du droit acquis suite à un recours juridique d'où elle a été déboutée en juillet 2025. Donc c'est très récent. Depuis 2020, elle était en procédure judiciaire. Et en juillet 2025, elle a été déboutée. Elle a décidé de ne pas faire appel, parce que là, au niveau du droit, la méthanisation, malheureusement, c'est bouclé. On ne peut plus faire grand-chose. C'est sorti de terre. Qu'est-ce qu'on va faire de sa cuve de 6000 m3 ? Voilà. Ça va être encore une friche industrielle, comme les grands poulaillers qu'on voit en Bretagne, qui sont là au milieu du paysage, parce qu'ils ne peuvent pas être détruits, parce qu'ils sont pleins d'amiante. Voilà, ça va être un impact paysager, encore une fois. Voilà. Ça, c'est ma partie, c'est terminé. D'accord, merci. Jacqueline, on va avec Claude Lefebvre, donc, qui est maraîchère à la retraite et représentante de la Confédération paysanne à Banalec. On va maintenant voir un petit peu les aspects agricoles, comment c'est vécu par les principaux concernés, ces méthaniseurs. Est-ce que toi, Claude, comment tu t'es intéressé à cette question des méthaniseurs ? Je me suis intéressée il y a 13 ans de ça au premier projet qui a été proposé à Banalec, qui devait traiter 50 000 tonnes de déchets. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner. C'est autrement plus gros que ce qu'on a encore vu à l'instant. Et c'était un dossier de 3 fois 400 pages qui était à regarder. Il faut juste savoir que chez les bio, on nous dit quasi systématiquement, vous allez manquer d'azote, il faudrait mettre de l'azote. Donc je lis que dans les digestats, il y a de l'azote, je vais donc m'y intéresser.
Et quand j'ai vu quel était le premier agriculteur à qui on proposait d'épandre des digestats, j'ai eu un doute parce que c'est un agriculteur qu'on appelle un point noir dans le champ d'agriculture, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent tellement mal que les autres paraissent drôlement bien. Donc on les garde quand même sous le coude, on les protège, comme ça on est sûr que ça ne dépasse pas de partout. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, la vision que ça a donnée de cette agriculture, c'est que c'est du hors-sol, c'est de l'industriel. De toute façon, les élevages ne peuvent pas être autrement que hors-sol parce qu'ils ont besoin des lisiers, des fumiers pour alimenter leur usine. Et pour ce qui est de ceux qui font des cultures, ça va être de la culture industrielle, ça va être du maïs essentiellement, etc. Et surtout des cultures intermédiaires à valorisation énergétique, ce qu'on appelle les cives, et qui entrent sur le marché parce qu'elles sont potentiellement méthanogènes. Et ce qu'il y a surtout, c'est que ça occasionne une entrée financière et un accaparement des terres par les industriels. Industriels, ça peut être industriels du déchet, industriels de l'énergie, industriels tout court, qui vont revendre, parce que c'est le cas par exemple à Châteaulin, qui a coulé il y a quelques années de ça. Ça a été monté par une entreprise et ça a été revendu à Engie. Et enfin bref, ça change de main très rapidement, comme ça les dossiers passent et on ne leur demande rien. Et oui, c'est un accaparement des terres agricoles par les industriels en fait. C'est ça. Et Châteaulin, tu parlais de Châteaulin, donc qui est une unité vraiment industrielle pour le coup, mais qui a fait l'objet d'une pollution très importante, qui a produit une pollution qui a pendant obligé les habitants à boire de l'eau en bouteille pendant 2 semaines. En plein été, 180 000 personnes n'avaient plus d'eau. Donc, voilà, et quand on voit, et Engie a été condamné pour cette pollution, mais c'est grâce à l'intervention d'Eau et Rivières de Bretagne. Au départ, le procureur de Quimper avait juste prévu de classer l'affaire. Classer sans doute, tout à fait. Voilà. Et oui, tu parlais d'accaparement. Oui. C'est vrai que ce qu'on a constaté aussi dans notre enquête, c'est que ça représente une telle manne en fait pour les agriculteurs que beaucoup abandonnent en fait leur production principale, par exemple l'élevage de bovins, pour se consacrer uniquement à ce méthaniseur et pour pouvoir l'alimenter. Et ils vont, comme je disais au début, normalement c'est les déchets de la ferme, mais en fait, comme c'est des très grosses unités, les agriculteurs se retrouvent à aller chercher des effluents un peu partout, voire dans d'autres régions parfois, donc je ne dis pas le balai des camions, et à acheter des cultures. Donc je ne sais pas si tu as vu ça, notamment il y a parfois des cultures bio qui sont achetées pour être mises dans les méthaniseurs. Ah oui, parce que ça fonctionne beaucoup mieux, il n'y a pas de pesticides. C'est QFD. Oui, et puis, absolument. Ah oui. Mais par contre, tu évoquais acheter, oui, parce qu'il y a des appels d'offres, ce sont des usines de traitement de déchets, il ne faut pas l'oublier, et donc il y a des appels d'offres, parfois même sur des bateaux, à Lorient, vous êtes bien placé, il y a des bateaux de déchets qui atterrissent ici, Brest aussi, et c'est des matières qui potentiellement sont traitées souvent par des grosses unités, mais les petites unités, on va bien les récupérer aussi. Donc c'est une concurrence de l'alimentation de ces méthaniseurs qui est assez insupportable. Et tout à l'heure, tu parlais des lisiers, des choses de la ferme, enfin des cultures de la ferme, mais en réalité, il n'y a pas que la ferme, il y a les fermes, c'est-à-dire les prêteurs de terre. Pour épandre ces digestats, si on veut les répartir un peu, il faut compter à peu près, je crois que c'est 1000 hectares pour des 1000 tonnes traitées. Donc voilà, il faut des surfaces énormes d'épandage. Donc c'est de l'accaparement des terres, mais de façon très généralisée, à la fois pour avoir des intrants, c'est-à-dire des cultures ou des fumiers, des choses comme ça, mais aussi pour pouvoir épandre. Pour ne pas saturer les sols, éviter les superpositions d'épandage, etc., etc. En réalité, c'est extrêmement compliqué. Et donc, puis, il y a aussi, tu disais, avec l'histoire d'accaparement des terres, comme
comme effectivement il faut beaucoup de surface pour répandre les digestats, bah, ceux qui ont des méthaniseurs s'intéressent beaucoup aux terres voisines. Exactement. Et, Voilà. et essayent de les racheter. Ils essayent de racheter tout. Et en fait, c'est un gros problème dans la transmission des fermes, parce que quand je parlais des prêteurs de terre, il y a des gens qui se retrouvent avec des terres qu'ils voudraient bien transmettre, mais qui ont été polluées par les digestats. Et les repreneurs, ils n'en veulent pas. Donc c'est un véritable problème dans la gestion des transmissions. Et dans la vente des effluents, tu parlais des appels d'offres. Il faut savoir qu'à l'origine, les industriels payaient pour se débarrasser de leurs déchets animaux, notamment. Et aujourd'hui, ils les vendent parce que grâce au méthaniseur, il y a un marché pour ces déchets. Et donc, des industries portuaires, des industries agroalimentaires qui utilisent des animaux et qui vont produire donc, des déchets animaux, vont vendre ces déchets pour la méthanisation. Et ce qui entraîne, tu parlais de pollution, il y a plusieurs pollutions possibles, mais notamment ce qu'on a pu voir aussi dans notre enquête, c'est qu'il y a un certain nombre de germes qui peuvent être présents dans les déchets animaux, qui ne vont pas être détruits par l'effet de la méthanisation, parce que la température ne monte qu'à 37 degrés, c'est pas suffisant pour se débarrasser des germes qui sont toujours là. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte par les autorités sanitaires. On y reviendra peut-être. On y reviendra. Alors, on va revenir vers Florence et la Chapelle-Neuve. On va s'intéresser on va se demander si par rapport au climat, est-ce que parce que depuis le début, on est plutôt assez critique de la méthanisation, mais c'est peut-être quand même une bonne idée par rapport au climat. Florence, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? La méthanisation, ça met le feu aux campagnes, au sens propre comme au sens figuré. Ça a un peu amélioré l'ambiance à la Chapelle-Neuve parce qu'on a été obligé de se bouger, de se mettre en lien avec des gens pour lutter contre ce projet-là. Mais bon, c'est quand même... c'est très tendu. C'est une des raisons qui fait que j'ai préféré ne pas donner mon nom sur les affiches et sur les pubs. J'ai signalé, je préférais ne pas être prise en photo également. C'est compliqué. On m'a crevé les pneus 3 fois. Mais je ne suis pas la seule, d'autres ont eu les pneus crevés, des boîtes aux lettres défoncées, des poignées de porte de voitures arrachées, des survols de drones menaçants. Mais à la limite, on s'en tire bien parce qu'on a rencontré d'autres personnes qui ont eu carrément des menaces de mort. Et un ancien agriculteur qui a dû se jeter dans un fossé parce qu'il luttait contre un projet de méthaniseur également. Et le tracteur de celui qui voulait faire le méthaniseur, lui, fonçait dessus. Voilà un peu malheureusement, sur le climat local, je suis à la Chapelle-Neuve, c'est donc très rural, c'est un secteur vraiment dominé par l'agro-industrie, donc beaucoup de personnes ont eu des pressions au niveau du travail, sont venus nous voir en nous disant on est avec vous mais on ne peut pas prendre d'adhésion. Voilà. Il y a aussi d'anciens agriculteurs qui nous ont dit qu'ils étaient avec nous mais qu'ils ne pouvaient pas non plus trop se faire voir avec nous. Ça a créé quand même un clivage dans le village et dans les familles également. Il y a la zizanie dans certaines familles. Et puis là, quelque part, il y a 5 agriculteurs donc, qui sont dans le projet, plus un salarié de l'agro-industrie. Et les 5 agriculteurs viennent d'autres communes. Mais ils travaillent, certains travaillent à la Chapelle-Neuve et ça va aggraver les tensions en fait, envers ces agriculteurs-là. Ça va effectivement participer aussi au mal-être agricole. Des fois, je me mets un peu à leur place, ça ne doit pas être facile pour eux non plus. Quoi. Alors là, tu parlais plutôt du climat, oui, entre vous, entre les habitants. Moi, ma question, c'était plus, je t'ai laissé terminer, sur le climat, le bilan carbone. Est-ce que tu, peut-être Jacqueline, je ne sais pas, sur le... C'était le sujet de... Malheureusement, c'était le sujet de Jean-Pierre. De Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Mais en gros, ça va là.
on peut considérer que quand même il y a beaucoup de fuites accidentelles au niveau des bâches. Moi, je n'ai pas toutes les mesures, mais c'est impactant quand même. Il y a des fuites au niveau des bâches. Alors, Et 8%, 8%. Et au niveau le méthane est un gaz beaucoup plus impactant pour le climat que le CO2. 28 à 84 fois voilà, supérieur à celui du CO2. Donc globalement, on n'a pas les mesures, hein, parce qu'il y a très peu de méthaniseurs équipés d'infrarouge pour... Il faut parler dans le micro. Pardon. Merci. Oui, donc il y a peu de méthaniseurs qui sont équipés d'infrarouge qui permettent, comme en Allemagne, de mesurer les fuites au niveau des bâches. En Allemagne, ils l'ont fait, ils ont vu effectivement qu'il y avait beaucoup de fuites. Il y a quand même aussi une présence de torches qui n'est pas anodine, parce que s'il y a une torche, c'est qu'il y a des fuites. Une torchère. Ça veut dire, quand elle est allumée, ça veut dire que ça fuit et qu'ils préfèrent brûler plutôt que ça fuit dans l'espace. Oui, d'accord, mais donc quand elle ne brûle pas, est-ce qu'il n'y a pas aussi des fuites, hein? Voilà, globalement, c'est un gaz très très impactant pour le climat. Il y a des fuites. Elles ne sont pas mesurées, donc pour nous, il y a un doute. Donc on ne peut pas dire que ce soit bon pour le climat, cette activité, en gros. Hein. Et Voilà. pour préciser, parce qu'on peut se dire, mais comment ça se fait qu'il y a des fuites comme ça de méthane, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les agriculteurs ne sont pas formés pour construire des méthaniseurs, et donc ils se forment eux-mêmes sur le tas, avec leurs méthaniseurs, ce qui les conduit forcément à faire des erreurs. Et régulièrement, il y a ces fuites de méthane qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Et on peut s'en rendre compte au niveau des riverains, parce que, bon, je serais peut-être amenée à en parler sur les nuisances, hein, les odeurs, la gêne olfactive. Bon, il y a des gènes qui viennent des plateformes, vous voyez sur la photo d'Arzal, là, ces grandes plateformes au nord-ouest, c'est des intrants, ou c'est de l'ensillage qui dégage beaucoup de particules, beaucoup donc de molécules. S'il y a des odeurs, c'est qu'il y a des molécules. Et puis, il y a quand ils livrent des intrants d'abattoirs ou de la laiterie d'Herbignac, comme pour Arzal, les déchets de laiterie, bon, c'est très odorant. Donc, ils mettent ça dans des trémies, mais lorsqu'il y a la livraison, il y a des dégagements de molécules. Hein. Quand ça vient des abattoirs, il y avait une enquête Odournet qui avait été menée pour Arzal. Et dans les qualificatifs, ils avaient parlé à un moment d'odeur cadavérine. Donc voilà, le riverain, à certains moments, il peut avoir des odeurs, des bouffées comme ça, imprévisibles. Et dans ces bouffées, malheureusement, on n'arrive pas à distinguer, parce que des fois, ça sent le gaz, des fois, ça sent le pourri, des fois, ça sent le digestat épandu ou l'ensillage, on ne sait pas. On ne sait pas, donc voilà, ça fait partie des nuisances, les odeurs, et on y retrouve effectivement des échappements de gaz qui arrivent comme ça, par bouffée. Le méthaniseur, l'exploitant du méthaniseur d'Arzal m'a dit qu'effectivement, il a été condamné pour une pollution du ruisseau. Et il m'a dit, texto, oui, en fait, j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris de mes erreurs. Sauf que, en attendant, le ruisseau, lui, il a pris cher. Alors, peut-être qu'avec Claude, Claude Lefebvre, on peut revenir sur, du point de vue de ce qui se passe concrètement pour les sols. La méthanisation, c'est donc je disais au tout début que c'est donc du digestat qui va être épandu. Quelles sont les autres conséquences concrètes sur les terres? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est le développement intensif, à l'extrême, du maïs et des cultures intermédiaires à valorisation énergétique, qui sont des cultures qu'on met donc entre deux cultures principales et qui servent à nourrir les méthaniseurs. Donc c'est cultivé partout, quoi. Je veux dire, si on se réfère à l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne, qui n'a pas de limite d'intrants maïs dans ses méthaniseurs, il y a du maïs partout. Il faut juste avoir en tête que l'Allemagne a décidé d'arrêter la méthanisation à l'horizon 2030. Ça, c'était l'objectif qu'elle s'était donné dans la loi de finances de 2022, mais la guerre d'Ukraine est passée par là, donc ça continue un peu. Mais à l'horizon 2030, leur objectif était d'arrêter la méthanisation pour des raisons économico-environnementales. C'est-à-dire que, en fait, il y a un très peu de rendement, ça, je pense qu'on aura l'occasion de le redire.
Et en plus, d'un point de vue pollution, c'était insupportable. Et donc l'Allemagne, elle, était ciblée sur le maïs. L'avantage du maïs, c'est que quand on ne met que du maïs et un peu de fumier, on a quelque chose de très régulier. En France, on ne fait jamais comme tout le monde, donc on a décidé qu'on allait mettre plein de choses diverses et variées, ce qui complexifie complètement la gestion et la maîtrise du processus. Et pour équilibrer tout ça, ce qu'on appelle donc la charge ou la nourriture du méthaniseur, on va aller cultiver donc des maïs et des cives. Et pour ça, on va aller chercher des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Voilà, tout à fait. Et on va aller pour ça retourner des prairies qui jusqu'à là étaient des prairies permanentes, puisqu'on a réussi à récupérer des terres un peu partout autour. Et quand vous retournez une prairie permanente qui servait à capturer le carbone, quand vous la retournez, le carbone, il s'en va. Donc déjà, vous perdez à ce niveau-là, d'un point de vue agronomique. Vous avez, comme le sol est retourné, vous avez l'érosion des sols qui va arriver, surtout dans nos sols par ici qui sont quand même particulièrement fragiles. De ce fait-là, vous avez aussi la perte de biodiversité, et puis l'eau qui était stockée dans le sol du fait de sa structure qui était stable, eh bien, elle n'a de cesse que de repartir à la mer, en fait. Donc, plein de points négatifs, et en plus, on ne cultive quasiment que des monocultures. On a beau dire qu'il y a des cultures intermédiaires de ça, globalement, c'est quand même de la monoculture, et il faut avoir en tête aussi que les cives, on va les traiter. Il y a des pesticides, si jamais, on pourrait perdre quelque chose. Donc, voilà. Et il y a aussi, je ne sais pas si tu vas me dire si ça continue, mais il y a eu une pratique qui était, qu'on avait constatée, c'était que le maïs, donc c'est généralement une culture principale, et puis ensuite il y a une cible, donc une culture intermédiaire à vocation énergétique, par exemple du seigle, qui va être mise sur les sols pour faire un couvert végétal, et donc c'est ce qu'on appelle une culture intermédiaire ou secondaire. Et bien, des petits malins s'amusaient à inverser, c'est-à-dire à mettre le maïs comme culture intermédiaire et le seigle, par exemple, en culture première, et ce qui leur permettait en fait d'avoir du maïs presque toute l'année pour nourrir le méthaniseur. Alors il y a eu un décret qui a été adopté il y a 2 ans pour essayer de freiner cette pratique, mais je ne sais pas si toi tu vois que ça continue encore. En fait, c'est du déclaratif. Donc, en fait, on fait ce qu'on veut. Après, il y aurait peut-être un focus, juste 2 secondes à faire sur le maïs. Pourquoi on met du maïs ? Parce que le maïs est méthanogène. Et là, on en revient au fonctionnement de la vache. La vache, elle mange du maïs et elle produit du méthane. Et c'est bien ce qu'on lui reproche. Et où c'était amusant l'autre jour, lors d'un colloque régional sur la décarbonation de l'agriculture bretonne, un représentant de l'INRA n'a eu de cesse de dire mais une vache qui mange de la biodiversité, elle produit beaucoup moins de méthane. Et les Américains l'ont bien compris parce qu'ils donnent du basilic à leur vache pour qu'elle recrache parce qu'en fait elle rote du méthane, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et comme quoi le maïs, oui, on s'en sert vraiment comme si c'était une vache. Et maintenant, du fait des élevages hors sol, en fait les animaux sont enfermés parce qu'on a besoin de leur déjection, et donc ils deviennent eux-mêmes des supports de culture. Le lait ou des choses comme ou la viande, ça devient anecdotique. Ce qui rapporte, c'est le méthane. Leur lisier. Voilà. Alors Jacqueline, sur le terrain également, il y a d'autres impacts environnementaux. On a parlé déjà de l'exemple d'Arzal, mais est-ce que tu peux nous parler des analyses qui sont imposées par les préfectures, mais qui sont finalement peu accessibles? J'aurais voulu parler, en gros, quand même, pas passer sur les pollutions. Il y a eu 2 pollutions reconnues du ruisseau à 20 mètres en contrebas. Bon, c'est ça. Je reviens sur les pollutions parce qu'en fait c'est quand même important. Localement, moi je vis sur le bassin versant de l'estuaire de la Vilaine, qui est une zone littorale en Natura 2000. Et ce petit ruisseau, c'est ce qui a justifié mon engagement dès 2017 auprès de RB pour le défendre, parce que donc, il a été pollué 2 fois. La première en 2013, la deuxième en 2017 avec débordement de digestat.
entraînant une mortalité piscicole. Donc il a été condamné, comme tu l'as dit, en 2018 par le TGI du Van. Bon, je déborde un peu. Outre les pollutions, on note une consommation exponentielle d'eau pour l'abreuvement du bétail, pour l'hydrocurage des stabulations. Comme le disait Claude, elles sont toutes parquées dans des grandes stabulations que vous voyez derrière, là. Donc tout ça c'est récolté, et puis 2 fois par jour, il y a des grands jets d'eau qui viennent nettoyer tout ça et qui l'emmènent dans le digesteur. Donc l'hydrocurage et l'irrigation du maïs, bien sûr, parce que le maïs c'est très méthanogène, mais il a besoin de beaucoup d'eau aussi, c'est ça son inconvénient. Hein. Alors, ceci au moyen d'un fourrage privé et d'une connexion au réseau, donc on ne connaît pas les consommations. Hein. Mais ce n'est pas suffisant, d'où la construction d'une retenue collinaire de 2 hectares, que l'on voit légèrement au nord, là. On voit un bord c'est une grande retenue collinaire, pour arroser probablement son maïs, il ne l'a pas dit comme ça, mais voilà. Et il a une demande en cours pour une 2e d'1 hectare sur ce bassin versant très exposé. Hein. Donc, je reviendrai peut-être, si tu veux, tout à l'heure sur les histoires de... Ouais, peut-être pendant les questions du public. Ce que tu m'avais posé comme question, c'était pour le... C'était sur les analyses qui sont imposées aux exploitants, mais qui sont inaccessibles, en fait. Voilà. C'est en lien, effectivement, par les pollutions. Pourquoi on a besoin d'avoir des analyses? Parce qu'on sait que c'est un ruisseau exposé, et comme il a été déjà plusieurs fois pollué, qu'en plus, il a un bassin de rétention, là, qui est complètement pas suffisant, qui est sous-dimensionné. Donc dès qu'il y a un gros orage, ça déborde. Hein, Donc c'est ce qu'on voit à gauche, près des arbres. Là-bas, oui, Ouais. c'est ça, le petit croissant un peu foncé là. Hein. Donc Ouais, dès le l'origine, croissant, il a été sous-dimensionné. Donc pour justifier sa retenue collinaire, il a dit, puisque mon truc est... Je ne peux pas faire autrement parce que c'est en bordure de plateau, et juste en bas, il y a le ruisseau, donc tout s'écoule. Je vais installer une pompe qui, quand il sera trop plein, ce sera reversé dans la retenue collinaire. Voilà, donc ce prétexte lui a permis d'avoir l'autorisation pour construire sa retenue, en plus de vouloir arroser son maïs. Donc il y a une défaillance au niveau de ce bassin de rétention qui est essentiel pour stopper les pollutions, puisqu'il y en a déjà eu 2, donc c'est un terrain très miné. Hein. Alors les nuisances, là aussi j'anticipe un peu, j'ai changé de paragraphe. Alors, outre l'impact paysager, il y a 7 hectares artificialisés en zone littorale Natura 2000, comme je l'ai dit. Donc, les odeurs imprévisibles et fréquentes par bouffée. Un trafic routier centre-bourg et chemin étroit, car dès l'origine, il n'y avait pas prévu de route dédiée pour ce site. Donc, actuellement, c'est des petites routes qui sont très fréquentées, comme à la Chapelle-Neuve. On a du mal à se croiser, parce que là, il y a les gros camions, les gros tonnages qui passent. En particulier, pour accéder à son site, il y a un petit village qui a une chapelle classée et qui subit les vibrations des gros tonnages quand ça passe à 1 mètre de la chapelle. Alors, pour finir sur les nuisances, pollutions, impacts environnementaux locaux, en décembre 2024, donc c'est très récent, il y a eu un gros incendie de fourrage avec importante émission de fumée près du local Atex. Je vous le rappelle, c'est le local avec atmosphère explosive, dû à un court-circuit dans le système de chaleur produit par le cogénérateur. L'exploitant m'a menacé personnellement parce que j'avais précisé sur Facebook qu'il s'agissait d'un méthaniseur et non d'une ferme, comme l'indiquait Ouest France. Voilà, donc j'ai passé en revue, effectivement, avant l'heure, les pollutions et les nuisances. Non, mais t'as bien fait, pas de donc problème. on pourra revenir, si tu veux, sur... Oui, et on va parler aussi des effets pour la santé avec toi, Claude. Parce que, on a parlé des pollutions, mais forcément, ça a aussi un impact sur la santé. Il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux les décrire? Alors, en fait, oui, il y a de nombreuses questions que soulève la méthanisation concernant la santé, à court, moyen, long terme. Et pour ça, on va passer par le biais de ce qu'on appelle désormais, parce qu'a priori, du maïs, ça ne pose pas de problème, à part les pesticides, bien sûr, et puis tout ce qui est inhérent à ça. Mais sinon, il y a des choses qui arrivent maintenant sur le marché. On a parlé des appels d'offres de déchets. Avec la nouvelle loi de 2024 de gestion des biodéchets produits par les collectivités, ces biodéchets sont maintenant traités par des usines de déconditionnement qui vont récupérer des bouteilles de lait, des pizzas qui ne sont pas bonnes, etc., etc.
vont déconditionner, mais déconditionner, c'est pas ouvrir et vider. Non, non, déconditionner, c'est une grosse broyeuse qui va mélanger tout ça. On va grossièrement filtrer le jus qui en sort. Et le magma qui va sortir à ça, c'est ce qu'on appelle la soupe. Cette soupe va être hygiénisée, donc passée dans une augmentation de température à 70 degrés. Je dis bien 70 degrés seulement. Et pendant 1 heure. Et ensuite, cette soupe va être soit utilisée directement sur le site, soit livrée ailleurs. Et c'est le problème de ce déconditionnement, de cette hygiénisation qui n'est montée qu'à 70 degrés, parce que les produits qui entrent là-dedans, potentiellement, sont avariés, etc. On a des risques de botulisme. On a eu des cas de fièvre Q, donc qui est une fièvre animale, mais qui peut se transmettre à l'homme. On a donc le prion, souvenez-vous, la vache folle, elle résistera à ça. Rien que l'exemple du botulisme lui-même doit passer au moins maintenant à plus de 100 degrés pendant 3 heures pour être à peu près attaqué. Donc à 70 degrés, lui, il est tranquille, il passe, voilà. Donc cet aspect hygiène est loin d'être neutre. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'on a un manque de connaissances des conséquences de ce qui va sortir des méthaniseurs, donc des digestats, en termes de ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire le digestat va être épandu sur le sol, mais avant sur le sol, il y avait déjà des choses, soit des épandages industriels, soit des produits phytosanitaires, etc. On ne sait pas comment ça va réagir. Et comme, je ne sais pas si j'ai été très claire depuis le départ, mais en réalité, à chaque intrant, donc à matière entrante qui entre dans le méthaniseur, va sortir un digestat différent. Et c'est tout sauf stable. C'est-à-dire qu'en fonction des appels d'offres de ce qui va arriver, il va rentrer ceci, il va rentrer cela, un petit peu de ça. On va essayer de faire marcher à peu près pour que ça puisse produire du gaz, mais c'est tout. Après, les conséquences derrière, tout le monde s'en fiche. L'INRA, l'autre jour, nous disait qu'il travaillait sur les digestats et leurs conséquences, mais en réalité, il ne travaillait que sur des digestats issus de maïs et de cives. C'est-à-dire que quand je leur ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites avec les biodéchets et les soupes, même pas au courant. Vraiment, hein. Pourtant, ils sont de bonne foi. Enfin, cette jeune femme était vraiment de bonne foi. Ça l'a interpellée, donc on bosse. Mais c'est inquiétant, quoi. Donc, en fait, l'effet, la bombe à retardement, elle n'est pas osée, quoi. J'ai rencontré un conducteur qui travaille pour les chips Bretz et qui se retrouvait à devoir vider des camions entiers d'aliments qui étaient encore certains, qui n'étaient pas encore passés, qui étaient encore consommables, et ils allaient nourrir cette soupe que tu décris. Tout à fait. Et ça pose un vrai problème parce que GRDF, donc le gaz, quoi, a lancé un appel d'offres cette année pour de la recherche pour les matières, pour faciliter la faire fermenter des matières difficiles. Ils appellent ça difficile. Et donc un appel d'offres à recherche, ça veut dire qu'en fait, ils ne savent pas comment gérer toutes ces matières. Alors peut-être qu'on peut demander à Florence Drenou pour la Chapelle Neuve, puisque bon, il n'a pas encore démarré, mais est-ce que peut-être là on vous donne des études préalables sur l'impact, sur les expositions de la population? Est-ce que vous êtes clairement informé des risques de ce futur méthaniseur? Pas du tout, c'est une des caractéristiques dans tous les projets de méthaniseurs. Ils sont vraiment cachés à la population, pour que la population n'ait pas le temps de réagir, n'ait pas le temps de s'organiser. Donc on ne sait rien. On sait juste qu'ils ont changé un peu leur projet entre le premier et le deuxième, puisque la préfecture avait refusé. Dans le premier, on avait des déchets d'abattoir, des déchets de lait, du lait sans doute également. Et là, ils ont tout enlevé parce qu'il faut hygiéniser ça, donc ça coûte très cher à la fois en énergie et en argent. Et là, ils sont passés sur un méthaniseur végétarien, entre guillemets, qui ne consomme plus de déchets d'abattoir, mais n'a plus non plus d'hygiénisation. Et c'est dangereux quand même, parce que il y aura des lisiers, il y aura des fientes de volailles, et tout ça, ça peut également contenir des bactéries pathogènes. Mais je crois que vous n'aviez pas aussi eu d'études d'impact suffisantes pour...
première version? Alors, on est dans un coin où il y a énormément de fermes hors sol, donc effectivement, il y a pas, ça n'a pas été pris en compte. Et ce qu'on essaie de faire comprendre aux juges actuellement, c'est que les canalisations que GRDF prévoit vont passer sous un ruisseau qui est peuplé de moules très rares d'eau douce, les mulettes perrières, et pour lequel le préfet a pris un arrêté de protection du biotope. C'est-à-dire que normalement, ce ruisseau-là, il est protégé. Et donc si on arrive à avoir une étude d'impact, effectivement, on arrivera, grâce à la petite moule d'eau douce, à faire sauter le projet de la Chapelle-Neuve. On espère beaucoup de ça. Et alors concernant, Jacqueline, ces analyses, ces études d'impact, en préparant cette table ronde, tu m'as dit que en fait, très souvent, il y avait des difficultés d'accès à ces études, à ces analyses. Comment il faut agir quand on est citoyen et qu'on est confronté à un méthaniseur? Alors, vu le passif de ce site, effectivement, avec deux pollutions reconnues, peut-être plus au quotidien, on ne va pas aller analyser tous les jours le petit cours d'eau. En 2021, l'arrêté d'autorisation qui a été émis pour qu'il fonctionne après maintes régularisations, je vous rappelle qu'il a débuté en 2012, donc cet arrêté imposait un suivi régulier du ruisseau avec analyse physico-chimique, bactériaux et pesticides. Mais les résultats ont été très difficiles à obtenir. J'ai mis 2 ou 3 ans pour les obtenir et j'ai dû faire appel à l'ACADA, qui est l'organisme administratif qui permet aux citoyens de base d'avoir communication de tout document que l'administration refuserait de lui donner. Et même une fois que j'ai obtenu l'accord de l'ACADA, l'ADDPP, la Direction départementale de la protection des populations du Morbihan, a été encore réticente. J'ai dû aller jusqu'à télérecours citoyen, qui est une autre procédure. Et là, je suis passée carrément au tribunal de Rennes. Je me suis présentée devant un juge. Et en fait, pour m'entendre dire qu'entre-temps, effectivement, l'exploitant les a envoyé ces analyses. Mais je les ai obtenues, mais leurs résultats ainsi que les conditions de prélèvement ne sont pas du tout satisfaisantes. Donc ce qui veut dire en gros, c'est qu'on a beaucoup de mal à obtenir les résultats d'analyse, qu'il faut aller jusqu'au tribunal et qu'une fois qu'on les a obtenus, puisque la démarche c'était de les obtenir, je les ai obtenus, mais il ne faut pas trop les analyser, il ne faut pas trop se pencher, même si elles ne sont pas bonnes, il n'y a plus rien à dire. Alors, est-ce que ça veut dire que la confiance est rompue avec les administrations? Je rappelle que la DPP, comme tu as dit, Direction départementale de protection des populations. C'est important. Protection. Oui. Voilà. Non, la confiance n'y est plus, c'est vrai. Il y a eu un dernier jugement, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a débouté ERB en juillet 2025, qui oblige à nouveau à un renforcement des analyses du milieu aquatique, comme en 2021, et ça c'est nouveau, ainsi qu'une analyse des sols sur au moins 10% de la SAU, la surface agricole utile. Et là, du coup, je rejoins un peu Claude qui disait qu'on ne sait pas l'avenir. Et là, le juge a dit, ok, il a le droit de tout faire, mais quand même, on va un peu l'encadrer en lui donnant une obligation d'analyse aquatique, ainsi que les sols. Ce qui revient à reconnaître une persistance des risques sur ces deux éléments, mine de rien. Maintenant, comment je vais les obtenir, ces analyses, je ne sais pas. Maintenant, comment je vais les obtenir, j'en sais rien en fait. Nous ne savons pas comment nous allons les obtenir. Vu l'absence de communication avec l'administration, la confiance est quasi absente. Alors on a vu les aspects sanitaires, les aspects environnementaux de la méthanisation. Maintenant, c'est intéressant aussi de voir au niveau économique. Bon, on a déjà dit que c'était très rentable, mais avec toi, Claude, on va s'intéresser aux effets en fait de cette manne économique sur nos territoires. Qu'est-ce que ça provoque en fait sur le plan économique ces unités de méthanisation? En fait, ça détourne en fait les aides agricoles qui, au lieu d'être tournées vers une souveraineté alimentaire, se tournent vers une souveraineté purement énergétique et qui est néfaste pour l'avenir de l'alimentation en France. Et c'était
ça ta question? Oui, c'était ça. Excuse-moi. Et surtout, ça fait entrer, comme je le disais tout à l'heure, des industriels donc des firmes en fait, qui entrent dans des fermes. Pour vous donner un exemple, à Banalec, on a un méthaniseur d'un côté qui est en train de se construire, mais juste à côté, de façon mitoyenne, dans la commune d'à côté, à Sker, il y a un méthaniseur porté par 3 jeunes agriculteurs. Ils ont à peine 25 ans, quoi. Ils vont s'endetter à près de 6 millions d'euros. Et encore, ça, c'était la donne de 2022, sachant que le prix de construction a été multiplié par 150%. Et sauf que derrière, qui est derrière? C'est Veolia. Et en fait, la petite astuce, c'est qu'un méthaniseur est considéré comme agricole tant que plus de 50% des parts appartiennent à des agriculteurs. Donc vous faites 50,1% et 49,9% à Veolia. Et voilà, le tour est joué. Donc en fait, l'usine, je pense, n'appartient pas vraiment aux agriculteurs. C'est eux qui vont subir. Ça, c'est clair et net. Donc en fait, c'est vraiment... Et c'est les industriels qui gagnent, en fait. Les industriels, ils vont gagner au niveau surtout de l'agroalimentaire. Ils vont apporter leurs déchets qu'ils ne veulent surtout pas traiter. Les abattoirs, etc. Ils ne veulent surtout pas s'en occuper. Et donc, ils vont amener ça dans le méthaniseur qui va les transformer. En fait, ça n'est jamais que de la transformation. Et on va les remettre sur des terres agricoles qui ne peuvent pas... il faut juste se souvenir que les digestats ne peuvent pas être répandus sur des cultures destinées à être consommées crues. C'est pour vous donner un ordre d'idée de leur nocivité quelque part. Et donc, ces terres-là ne sont plus disponibles pour l'alimentation humaine. Et qui gagne aussi, c'est comme le disait Jacqueline ou Florence tout à l'heure, c'est que le gaz qui va être produit, eh bien, il y a des canalisations qui courent. Nous, à Banalec, on a une canalisation qui vient de construire sur 12 km pour alimenter une petite coopérative qui s'appelle, je crois, Eureden. Voilà. Donc c'est ça sert à ça. Donc c'est ce qu'ils appellent, eux, de l'économie circulaire. Donc ils sont gagnants-gagnants. Et ceux qui perdent, c'est les agriculteurs, je dirais, sur le long terme, ceux qui voudraient transmettre. Et c'est surtout la terre agricole, l'eau, l'air et la vie sociale dans la ruralité, ça c'est clair. Voilà. Et je voulais juste faire une petite aparté concernant une information que donnent souvent les porteurs de projets et les communicants façon GRDF et autres NJ. Lorsqu'un dossier apparaît, on vous parle de ceci va produire tant d'équivalents habitants, tant de gaz pour tant d'équivalents habitants. On fait aussi la même chose pour l'électricité. C'est faux, parce que le gaz n'est pas du tout destiné aux particuliers, il est destiné aux industriels. Et ça, c'est la loi qui l'a défini en 2022. Donc c'est priorité à l'industrie. Et potentiellement, si vous êtes lié à la canalisation qui passe près de chez vous et que vous pouvez en profiter, vous pouvez. Je ne vous le recommande pas, vous allez payer 4 fois le prix. Mon plombier me l'a confirmé. Gentiment, il a voulu faire œuvre de citoyenneté en disant c'est renouvelable, je vais prendre un contrat. Au bout de quelques mois, quand il s'est rendu compte qu'il payait 4 fois le prix, il a arrêté. Il a changé le contrat. Mais les industriels ne paieront pas 4 fois le prix. Eux, ils sont toujours gagnants-gagnants parce qu'ils sont toujours sur je vais te donner mes déchets, je vais reprendre le gaz, je vais faire du greenwashing et gagner mes points verts, etc. Parce qu'on m'oblige à le faire, donc bon, je vais le faire. Mais c'est ça, la réalité du terrain, c'est ça. Alors, après cet aspect économique, on a vu, Florence, que sur les aspects de la lutte juridique, c'est assez coûteux, c'est épuisant pour les citoyens. Est-ce que tu gardes cependant espoir? Comment faire pour lutter à armes égales avec les porteurs de projets? Ils ont dans leur poche tous les puissants, les décideurs. C'est vrai qu'ils font plein de réunions avec les élus, etc. Nous, notre force, c'est le nombre. Et puis l'information, on essaye de diffuser au maximum l'information autour de nous.
quelque chose qui fait réfléchir quand même. En 2050, le gouvernement, via l'ADEME, prévoit de dédier la moitié de la SAU à la méthanisation. C'est-à-dire que ça sera la moitié des terres agricoles en moins pour nourrir le pays. Voilà, je ne comprends pas bien. Et pour revenir au projet de la Chapelle-Neuve, par exemple, il aurait, s'il se fait, ce serait au détriment de l'alimentation de 10 000 personnes en fruits et légumes pendant 1 an. 10 000 personnes. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour lutter, c'est adhérer à des associations environnementales, lire l'enquête de Splan, éventuellement les aider financièrement comme les assos environnementales. Et puis, petit à petit, ça commence quand même à infuser. Hein. Il y a donc une violence. Alors, et pour l'avenir, du coup, j'aborde la dernière question avant de vous passer la parole, cher public. Est-ce que tu penses que c'est possible une méthanisation vertueuse ? Alors, plus je creuse le sujet, moins je pense que oui. Il y a 10 ans, je pensais que c'était une super idée, que ça allait régler le problème des lisiers, que ça créait de l'énergie. Et puis tout ça, je me rends compte que c'est complètement faux, c'est du greenwashing. Donc j'ai demandé à Jean-Pierre, qui malheureusement n'est pas là, s'il avait des exemples de méthaniseurs, de petits méthaniseurs qui fonctionnaient. Alors il a réfléchi longtemps, il a fini par me trouver un exemple en Bretagne. C'est pas beaucoup. Le Petit Galop. C'est ça, le Petit Galop, donc c'est près de Rennes. Et encore, il m'a dit, celui-là, il n'est pas complètement nul, mais il fuit de partout, au niveau des gaz à effet de serre. Donc même ça, c'est pas terrible. Alors ce méthaniseur-là ne revend pas son gaz à GRDF, parce que c'est ça qui crée la dérive, à mon avis. Donc il utilise la chaleur de la méthanisation pour chauffer un laboratoire pour fabriquer des yaourts, qui est adossé à une petite ferme en bio, une petite ferme laitière. Donc c'est des exemples parfaitement anecdotiques, et c'est frappant de voir à quel point tous ceux qui font du greenwashing en s'en mettant plein les poches grâce aux gros méthaniseurs mettent en avant ces méthaniseurs-là idéaux qui finalement n'existent quasiment pas. Même question pour toi, Jacqueline. Une méthanisation vertueuse, est-ce que ça te semble possible ? Non. Les buts industriels sont trop clairs. Non, j'y vois aucun intérêt. Et en conclusion, je pense que je peux dire que je fais appel à la vigilance citoyenne. L'important, c'est de s'organiser très vite dès qu'un projet est découvert. On a un outil de lutte, nous, ici, en Bretagne et partout, via le site du CNVMCH, que vous pouvez consulter. C'est un site très très bien fait. Et comme je l'ai dit, il regroupe 160 collectifs. Et on y trouve tous les outils, les témoignages. Alors, cnvmch.fr. cnvmch.fr. Collectif national, veille, méthanisation, CH, c'est Canal Historique. Parce que si les projets de nouveaux sites continuent de se déployer, l'ADEME parle de 5000 sites, à quelle échéance, je ne sais pas, accompagnés de collectifs d'opposants de plus en plus nombreux, on peut considérer que le bien vivre ensemble est définitivement exclu en milieu rural. Pour moi, ça c'est ma conclusion. Si ça continue à se développer sous cet angle-là, 5000 sites, avec déjà les 1500, je crois que tu as cité en 1500 sont déployés en Bretagne. 1800 en France. 1800 en France et 281 en Bretagne. Donc en milieu rural, parce que les villes en fait ne sont pas très impactées, elles y voient leur intérêt, les villes, elles ne sont pas touchées. Mais où on voit l'impact paysager, où on voit les cours d'eau, la mer qui sont pollués, les sols qui sont détruits, c'est en milieu rural. Donc les petites routes, je ne sais pas si vous vous déplacez beaucoup en Bretagne en voiture, mais on voit de plus en plus de camions. Je ne sais pas si ça va être de plus en plus. Ouais, beaucoup de camions, disait Jacqueline. Attention au micro, Jacqueline. Oui, pardon. Claude, même question, une méthanisation vertueuse, ça te semble réaliste ? Ça me semble très compliqué en réalité. D'aucuns, donc le collectif scientifique national, suggère qu'on pourrait imaginer de la méthanisation avec des déchets vrais.
Et quand je les interroge, en fait, on me répond peut-être des bouts d'épuration, de stations d'épuration, ou bien des déchets d'agroalimentaire. Et je pense qu'il y a d'autres solutions qu'on peut aborder, qu'on peut imaginer, plutôt que de... Parce qu'on va aller traiter ces déchets, mais ça va être des hyper-déchets. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On les enfouit, on les incinère, donc on continue à avoir des incinérateurs, ou est-ce qu'on imagine autre chose? Or, toutes ces substances-là peuvent être utilisées. Lorsque je travaillais dans l'industrie agroalimentaire et que j'allais voir des fournisseurs, je leur disais, dis-moi ce que tu produis comme déchets, je te dirai comment tu travailles. Et quand on évoque les chips, c'est exactement ça. Voilà. Donc, et je rebondis sur ce que disait Jacqueline et Florence, c'est un système éminemment socialement injuste. C'est-à-dire que ceux qui vont subir toutes les nuisances, tous les désagréments, toute l'absence d'alimentation, même locale, c'est les ruraux, et ce sont les industriels, et pardonnez-moi pour ceux qui habitent en ville, mais ce sont quand même les villes qui vont en profiter, parce que c'est elles qui sont alimentées en canalisation gaz pour ce qui est du gaz, et alors que les besoins en énergie, les ruraux en ont besoin, mais ils n'ont pas accès, quoi. Et comme disait l'ancien président des maires ruraux de France, on ne va pas mettre un méthaniseur place de la Concorde, hein, quand même. Donc voilà, donc c'est les ruraux et c'est très injuste, en fait. Voilà. Et puis en fait, ouais, je pense qu'il y a d'autres solutions surtout. Et je reprendrai les termes justement de l'agronome de l'INRA de l'autre jour, qui, lors du colloque régional sur la décarbonation, qui disait mais une vache c'est fait pour manger de l'herbe. Donc c'est pas fait pour manger des aliments complémentaires. Les aliments complémentaires, c'est ce qui fait justement qu'elle produit plus de méthane. Donc je pense qu'il y a d'autres solutions à remettre en place et des choses alternatives. Et moins de déchets déjà. Très bien. Et moins de déchets. Et alors Florence, je te laisse le dernier mot et après... Je vais essayer de faire très, très vite. En fait, le méthaniseur de la Chapelle-Neuve, c'est un méthaniseur moyen par rapport à ce qui se fait maintenant. Et il y a une ingénieure agronome, Régine Ferron, qui s'est penchée sur le bilan énergétique de ce projet. Et ben, il est complètement minable et en contradiction totale avec les chiffres avancés par GRDF et par l'ADEME, qui avancent des taux de retour d'investissement énergétique entre 7 et 8, c'est-à-dire c'est le rapport entre l'énergie qu'on sort, qui sort du méthaniseur, et l'énergie qu'on a mis dedans. Donc Régine, elle a compté ce qu'elle a pu, c'est-à-dire on n'a pas tous les éléments sur le projet à Chapelle-Neuve. Donc elle a compté la consommation pour le fonctionnement de l'installation, l'énergie grise pour la fabrication du méthaniseur, les trajets des lourds engins, le coût des cultures, parce que il faut les arroser de pesticides, d'engrais, et elle a également déduit le contenu énergétique des cultures, parce que les méthaniseurs consomment énormément de cultures. Et donc elle est arrivée à un TRI de 1,33 avec ses TRI, donc taux de retour sur investissement énergétique. Elle a trouvé 1,33 quand GRDF et l'ADEME avancent entre 7 et 8 sans donner aucune source. Donc là, je pourrais vous donner les calculs de Régine. Tout est sourcé et elle a fait à chaque fois les hypothèses les plus basses, c'est-à-dire qu'elle a été extrêmement gentille par rapport aux énergéticiens et à l'ADEME. Donc ça ne produit pas d'énergie, en fait, la méthanisation. Et on n'a pas dit ce que ça coûtait, excuse-moi. Eh ben, on va avoir l'occasion, je pense, de le dire. On va s'arrêter là, mesdames, merci beaucoup. Et on va vous donner la parole pour les questions. Je vais laisser le micro à Michel. Qui souhaite intervenir? Bonjour. Sur une photo que vous nous avez montrée, j'ai eu l'impression que tous ces bâtiments étaient couverts de panneaux solaires. Oui. Je ne me trompe pas. C'est vrai. Oui, c'est le cas. Et donc moi je me pose la question,
est-ce que c'est préférable de recouvrir nos paysages de panneaux solaires ou de mettre des méthaniseurs? Parce que moi, je me pose aussi beaucoup de questions sur l'utilisation photovoltaïque des terres agricoles. Voilà la question que je veux vous poser. Oui, il y a différents... Alors, tu veux répondre, Jacqueline? C'est vrai qu'à Arzal, il a, en plus de sa production d'électricité par son cogénérateur, il a équipé toutes ses stabulations de photovoltaïque. Moi, personnellement, je trouve ça assez bien, puisque vous couvrez votre maison de photovoltaïque pour vous en servir, pour vous fournir en électricité. Pour moi, dans les paysages, ça ne choque pas. Je préfère ça à des cuves en ciment qui, dans 20 ans, seront corrodées et qui vont rester dans le paysage. Et au niveau de la production, le photovoltaïque est, je trouve, un des meilleurs vecteurs d'énergie, personnellement. Il a été calculé que les panneaux solaires produisaient 200 fois plus d'énergie à surface égale que la méthanisation. Donc c'est déjà mieux, mais c'est vrai qu'il y a un gros problème actuellement d'accaparement des terres agricoles avec des panneaux solaires. Sur les maisons, oui, mais sur les terres, non. Oui, on a vraiment affaire à un problème d'accaparement des terres et par les énergéticiens. Et c'est vraiment, et tous les moyens sont bons, c'est une horreur. Donc il faut vraiment être très très vigilant. Le photovoltaïque pose la même problématique au niveau des sols parce que ça, au niveau de la biodiversité, etc., ça pose de gros problèmes aussi. Donc il y a plus de rendement, mais au final, sur la durée, c'est pas une solution. Donc les panneaux, oui, mais pas sur les terres qui peuvent produire... Sur les toits. Voilà, sur les toits ou sur les sols, par exemple dans des carrières, ça arrive dans d'anciennes carrières, ça peut être envisageable. Ouais, mais en fait, il y a une dérive qui arrive très 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 vite. C'est que vous n'êtes pas sans savoir que le lait, chez les laitiers, ça ne paye pas beaucoup en ce moment. Enfin, en tout cas, ça fluctue et souvent c'est plus bas que ce que ça leur coûte. Donc, ce qu'on voit, nous, autour de chez nous apparaître, c'est des grands bâtiments qui sont construits, sur lesquels on porte du photovoltaïque. Et puis, les paysans attendent que le photovoltaïque paye. Et à ce moment-là, ils vont arrêter le lait. Donc, on ne produira plus de lait. Et par contre, les terres vont servir à faire des cives, du maïs, et ils vont alimenter le méthaniseur d'à côté et prendre les digestats. Ce qui veut dire que quand on parlait de concurrence alimentaire, on va être en plein dedans. Et juste pour, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais notre cher ministre de l'Agriculture a fait une proposition, elle l'a lancée, ça y est, c'est sur le net, une consultation pour savoir quel avenir voudraient les Français pour l'agriculture française et par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Donc, c'est peut-être un coup dans l'eau, mais ça vaut peut-être le coup de se pencher là-dessus et de mettre un petit coup de crayon pour remplir ça. On exporte 25% du lait. Oui. Donc, à la rigueur, voilà, c'est pour ça que les prix tombent, parce que c'est d'abord l'industriel qui récupère, qui fait ce qu'il a envie avec le lait, et c'est pour ça que c'est pas maîtrisé ni par la population, ni par les paysans. Tout à fait. Enfin, si, à ce niveau-là, ils peuvent choisir, mais bon, voilà. Ah oui, certains, je veux dire. Ouais. Alors, une question ici, n'hésitez pas à lever la main. Il y a 2 personnes dans la salle qui ont des micros et qui vous verront. Donc, voilà, il y a une... Connaît-on la répartition des différents usages du méthane produit par ces installations? Je n'ai pas compris le début. La répartition du méthane produit par ces... Alors, oui, alors comme j'ai dit au tout début, donc, alors la plus grosse partie aujourd'hui, c'est vraiment les réseaux de gaz. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, notre gaz de ville, parce que moi je ne savais pas, c'est en faisant l'enquête que je l'ai découvert, mais c'est du méthane, ni plus ni moins en fait. Notre gaz de ville, il faut juste que le gaz soit odorisé pour qu'on puisse le sentir, mais donc c'est la principale utilisation. Après, il y a de la cogénération qui permet aussi de faire de l'électricité. Alors généralement, cette électricité, elle est utilisée dans la ferme, dans l'exploitation. Elle est vendue aussi. Hein. Elle peut être vendue aussi. Ah oui, là, Arzal, elle est vendue à Engie. Arzal, elle est vendue à Engie.
Et puis il y a la chaleur, donc là ça peut être des réseaux de chaleur locaux, par exemple pour alimenter quelques maisons, des équipements publics, des serres. Effectivement, souvent c'est très utilisé pour des serres. Mais voilà, moi j'ai pas la proportion précise, mais c'est avant tout le gaz, ensuite l'électricité, puis la chaleur. La question n'est pas tout à fait gratuite. Donc, ce qui concerne l'électricité, ça rejoint ce qui vient d'être dit sur les panneaux photovoltaïques. Les chiffres nationaux qui sont parus ces jours derniers dans la presse, nous avons en 3 ans inversé la situation française en production d'électricité et de demandeurs, nous sommes excédentaires. Oui. Donc à quoi bon installer aujourd'hui des méthaniseurs et des panneaux photovoltaïques s'il va falloir délester nos installations électriques parce qu'on produit trop? C'est vrai. Et on le retrouve dans les dossiers qui sont présentés. Hein. C'est-à-dire que aussi bien GRDF si c'est pour produire du gaz que EDF si c'est pour produire de l'électricité préviennent les porteurs de projets en disant assurez-vous que pendant l'été vous pourrez vous délester, enfin livrer votre gaz à l'industriel qui est au bout, parce que sinon le gaz il va être torché, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'il va être brûlé. Et puis il peut y avoir un autre phénomène, c'est un phénomène économique, c'est que vous décrivez un excédent de production, ce qui peut conduire l'État à aujourd'hui l'achat du gaz du mégawattheure issu de la méthanisation, il est à 100 € le mégawattheure, mais demain, s'il y a une surproduction, ce sera peut-être 80, 60, et donc toute cette manne et tous ces investissements seront peut-être à fond perdu finalement, et les agriculteurs exploitants seront dans la difficulté. Juste, c'est 100 € au-dessus du prix du marché. Hein. Donc c'est 135. Marche ou 135. Sachant que vous, consommateur, sachant que le consommateur, lui, il paye ce même gaz 35 € le mégawattheure. Donc la différence, c'est considéré comme une subvention en fait. On leur achète plus cher, ça les aide à survivre. Donc ça, c'est le volet rachat de l'énergie qui est très au-dessus du marché et qui leur sert de marge. Et il y a aussi les subventions, les niveaux de subvention. Parce que quand il veut construire, moi j'ai l'exemple concret à Arzal, sa retenue collinaire de 2 hectares, avec des remblais de 3 à 7 mètres, elle a coûté 900 000 €. Il a été subventionné à 40% sur cette somme. Alors vous voyez ce que vous mettez en fait avec vos impôts dans ces fonctionnements. Alors, il y a des questions. Alors, si on cumule tous les méthaniseurs de France en 2023, rien que le prix de rachat du gaz, ça représentait environ 1,2 milliard d'euros. Voilà. Dans un contexte actuel, là où on cherche des subventions partout, c'est assez indécent de mettre cet argent-là pour subventionner quelque chose qui pollue tout, ne produit pas d'énergie et menace la souveraineté alimentaire. Alors attendez, ça va être la dame qui est devant vous, parce que ça fait un petit moment qu'elle avait. Après, ça va. Oui. Moi, c'est une question de consommatrice, les états d'âme de consommatrice, parce que ça fait quelques années que je m'intéresse aux questions d'énergie et à l'écologie. Donc, la bonne idée de la méthanisation, c'est quelque chose qui me parlait bien et qui me plaisait beaucoup. À l'époque, j'habitais dans les Côtes-d'Armor, il y avait des exemples de villages dans le Méné, dans le coin perdu du Méné, de gens qui s'étaient regroupés, qui collectivement avaient fait des méthaniseurs, qui devenaient quasiment autonomes. Enfin, ça faisait un petit peu rêver à l'époque, enfin c'était il y a longtemps. Hein, voilà. Et puis, depuis, les choses ont bien changé, évidemment, comme vous l'avez bien décrit. J'ai malheureusement une maison que je chauffais avec une chaudière à gaz. C'est comme ça et elle fonctionne, j'ai pas envie de la mettre à la poubelle pour l'instant. Donc comme j'ai pas envie d'acheter du gaz russe ni du gaz de schiste fracturé, etc., je me suis dit, bon, je vais me tourner vers des fournisseurs d'énergie verte. Bon, il y en a des tonnes, hein. Il y en a plein, ils sont très nombreux maintenant. J'avais choisi une petite entreprise de Toulouse qui s'appelle IDEC, qui jure fournir de l'énergie très verte et tout. On peut
même choisir son méthaniseur, on peut choisir son barrage hydroélectrique, on choisit tout ça, c'est très bien tout. Bon, et voilà, tout ça pour arriver au constat que vous avez fait, que je partage complètement. Alors, ma question c'est, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève ma chaudière à gaz et j'installe des réacteurs électriques qui ne peuvent pas vraiment non plus? Voilà. Comment faire quand on est consommateur et qu'on voudrait bien pas faire n'importe quoi? Ça peut pas très bon choix. Je pense qu'il faut déjà commencer par isoler sa maison. Et nous, on prône la sobriété, quoi. Essayer par tout moyen. Parce que le problème de ça, c'est que on parle nucléaire, méthanisation, photovoltaïque, etc. Mais tout ça, ça se cumule. Et en fait, au lieu de freiner, non, on continue. Donc, je pense que la première solution, ce serait de réfléchir à la sobriété. Et après, trouver les solutions les moins pires, effectivement. Après, vous parlez de votre chaudière. Mais vous savez combien de temps quelle est la durée moyenne d'un méthaniseur? Enfin, c'est 10-15 ans dans le meilleur des cas. Parce que c'est un milieu extrêmement corrosif. Et donc, on parlait tout à l'heure des accidents. Oui, parce que tempête qui rame, il y a plein de bâches qui sont déchirées, etc. Donc, mais au bout de 10-15 ans, les pales ne tiennent plus, les moteurs lâchent. Et ce qui fait aussi qu'on se retrouve avec des méthaniseurs, des friches industrielles au milieu de la campagne. Alors, on a une autre question juste à côté de vous. Ah non, c'est pardon. Ah oui, c'est à vous. Bonsoir. Merci pour vos témoignages, vos actions et vos enquêtes. Moi, je me posais une question. Est-ce que nos chères algues vertes peuvent être valorisées dans certains méthaniseurs? Alors là-dessus, ça a été la grosse blague à l'époque de Nicolas Sarkozy qui a justement fait croire qu'en mettant les algues vertes dans le méthaniseur, on allait résoudre le problème des algues vertes, puisqu'il y aurait tout d'un coup, comme par miracle, moins d'azote, c'est-à-dire de nitrate. Vous savez que l'azote se transforme en nitrate dans les sols et arrive dans les baies où se trouvent les algues vertes. Mais non, en fait, pas du tout. On a toujours le même taux d'azote à la sortie. Donc, et vous avez entendu que le digestat, on les pend sur les terres. Donc, il n'y a aucune chance, par la méthanisation, de lutter contre les algues vertes. Je vais ramener ma science parce que j'ai travaillé dessus quand j'ai été chercheur. J'avais un prof qui était un fondu de méthanisation. Il voulait faire tout méthanisé, enfin surtout les algues, parce que nous c'est un labo d'algues. Les algues, elles ne peuvent pas méthaniser, c'est clair. Ce qui pourrait éventuellement, d'ailleurs il y en a pour eux c'est la session 3 de la méta, c'est avec des cyanobactéries façon chlorella, enfin spiruline en fait, qui est une cyanobactérie. Celle-là, mais les algues ne peuvent pas parce que c'est pas des chaînes carbonées comme du maïs ou des choses comme ça. Donc c'est très simple, en plus elles ont des composants qui font que ça marche pas, quoi. Donc c'est un leurre que de raconter ça. S'il y en a qui réussissent à faire méthaniser, moi je leur paye le café. C'est tout. Moi je suis pas riche. J'ai une retraite de paysan. Par ailleurs, j'ai des voitures qui roulent au GPL. Est-ce que GPL et GNV peuvent être créés dans ces machines-là? Je n'ai pas la réponse technique. Je sais pas. Alors, le GPL non, mais le GNV, il y a, il me semble, des méthaniseurs qui... Alors non, c'est le poste de rebours. C'est-à-dire qu'après, ça va partir dans un poste de rebours. Ça va être transformé, quoi. Oui, après transformation, en fait. Pas directement, mais... Mais en général, ce sont des boîtes, il y en a eu plusieurs qui se sont installées, elles ont toutes coulé. Alors, donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème de transport. De transport et puis de marché, je dirais. Comme pour les méthaniseurs, c'est corrosif en fait pour les moteurs des véhicules. Exactement. Donc ça a fait faillite parce que les transporteurs se rendaient compte qu'il y avait un problème, mais malheureusement, je crois que ça a été repris. Au moins une. Les bus de Lorient, ils marchent à quoi? Alors oui, merci d'en parler, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup, ça fait partie de leur technique de greenwashing. Vous savez, les petites vaches là, sur les bus lorientais, voilà, ça fait croire que c'est très bien la méthanisation. Donc j'ai regardé un petit peu, apparemment ils font ce néométhane. Avec des cultures, mais aussi des déchets alimentaires, et puis peut-être des bouts de steppe, ça je sais pas. Mais en tout cas, il y a des cultures dedans.
devant les questions. Alors, il y a d'abord un monsieur. Alors, allô. Alors, je suis nouveau et petit temps de skier, je suis parti pendant 5 ans de skier. J'ai vu une taupinière, chez moi, 2 km de chez moi, c'est une grande taupinière. Je crois que c'est même plus haut glacial ici. Enfin, c'est monstrueux. On y voit les photos là. Et je viens d'apprendre ce soir en fait que c'est Veolia qui est derrière en fait. Mais en cas de pollution d'eau. Il y a une rivière qui passe pas loin qui s'appelle le Stergos. Le Stergos, il y a une station de pompage d'eau potable qui est entre Sker et Banalec, donc les deux communes l'utilisent pour la moitié nord de Banalec et la moitié sud de Sker. Et en fait, c'est une station de pompage et l'entreprise fermière, c'est Veolia. Donc en cas de pollution, si Veolia pollue Veolia, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, voilà. Et je pense que les villes de ski ont réagi à ça. Voilà. Et j'aurais bien aimé savoir, au nom du vote des élus de Sker, les élus qui sont concernés par ça, à savoir, je ne vais pas dire les noms, on les connaît, on s'en sort de ça en fait. Parce qu'il y a un conflit d'intérêt qui est déjà en place en fait. Parce que certains agriculteurs qui sont aussi les conseillers municipaux de Sker vont se servir de ça aussi. Voilà. Et deuxièmement, par rapport au transport de gaz, il y a pas loin de là, il y a un transport de gaz, un gros transport de gaz qui va de Quimper jusqu'à Nantes, je crois. On passe à côté de la Ouellet, quoi. Donc moi j'aimerais savoir comment se fait le changement entre le méthane en fait et le gaz qui est déjà un produit de gaz qui vient d'ailleurs. Voilà. Parce que le méthane c'est pas comme le gaz qui est intérieur. Donc qu'est-ce qui se passe entre le méthaniseur et le réseau de transport? Le problème de Sker, c'est que pour l'instant, on ne sait pas où va passer l'émission de gaz. Parce que entre celui de Banalec et celui de. Le tuyau a été passé, mais celui de Sker, pour l'instant, on ne sait pas. Elle est à côté, mais alors, concernant la concordance entre les deux types de gaz, là, je ne peux pas répondre, mais en théorie, selon GRDF, en fait, sortie d'usine, ils doivent livrer un gaz qui est comparable, enfin qui est équivalent à ce qui passe. Mais on ne sait pas si clair que ça. Si, là-dessus, je peux vous répondre. Effectivement, il y a avant que le gaz soit injecté, en fait, il y a un traitement. Et une fois que c'est pas un traitement très compliqué, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le méthane est très très proche du gaz de ville. Donc en fait, il y a un traitement qui est à proximité de la canalisation, et quand c'est injecté, c'est que c'est déjà prêt en fait à être consommé. Mais je termine pour le cas de Sker. C'est quand je dis que c'est pas clair, c'est que dans le dossier qui a été présenté, il y a une canalisation de plus qui devait passer dans des zones humides d'ailleurs, et ramener justement à Rospordin, donc à nouveau pour alimenter Eureden. Donc on n'arrête pas de faire des trous partout, quoi. Et là, par contre, l'autre canalisation, c'est possible que ce soit pas... parce que ça dépend des distributeurs. Donc, c'est pas simple. Mais celui de Sker, on ne sait pas vraiment. Et par contre, si je reprends cette illustration, Sker est très intéressant. Le permis de construire est basé sur 12 hectares de surface agricole lutier. Donc, il y a 12 hectares qui sont bloqués pour ça. Pour 24 000 tonnes théoriques. Rien n'empêche de penser qu'il va doubler sa demande de capacité juste avant d'ouvrir son usine. À Banalec, qui est donc juste à côté, il y a 1,7 hectare. Moi je dis que ça va être le HLM de la méthanisation. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais pour le même tonnage, donc théoriquement 24 000 tonnes, et alors qu'ils nous annoncent qu'ils vont d'ores et déjà tourner à 40 000 tonnes, donc ils font plus que doubler, quoi. Eh bien, ils ont 1,7 hectare. Ça tiendra jamais. Ça tiendra jamais. Alors, donc les camions seront dehors, etc. Ça fait partie des points négatifs de toutes ces usines qui se retrouvent de briques et de broc montées par des financiers qui n'y connaissent rien. C'est nous, le collectif, le Jbec de Gaz, qui leur avons expliqué, mais 10 fois comment ça marchait une usine. À chaque fois, ils nous remerciaient. C'est impressionnant quand même. Donc ce sont des usines à gaz explosives qui sont mises dans des mains de gens souvent incompétents. Pas tous, mais souvent. Et en tout cas des financiers, ça c'est sûr. Ce que je peux vous encourager à faire, c'est d'aller sur le site du CNVMCH. Il y a un onglet outils en haut à gauche.
Et puis, constituez-vous rapidement l'association avec un avocat, parce qu'effectivement, en face, il y a des gens qui n'y connaissent rien. À la Chapelle-Neuve, ils vont avoir 15 jours de formation pour conduire cette usine explosive. Évidemment qu'il va y avoir des accidents. Donc là, voilà, sur ce site-là, dès que vous entendez parler d'un projet de méthaniseur, il faut vite aller dessus. Tout est décrit en fonction des étapes où est rendu le projet. Mais surtout, mettez votre nez dans les dossiers et puis manifestez-vous auprès de l'administration. Parce que ça sera toujours mieux que si vous laissez sans rien dire. En fait, ils sont capables de laisser passer des dossiers complètement délirants. En fait, appel à la vigilance citoyenne. La vigilance citoyenne, oui. Parce que là, il y a plus, concernant Sker, Banalec, c'est cuit. Voilà, on ne peut plus rien faire. Banalec a été accepté en appel. Sker, lui, il est passé complètement sous les radars. Mais par contre, c'est maintenant que la guerre va commencer, parce qu'il va falloir les suivre pied à pied, les épandages, les approvisionnements, la circulation. On sait qu'il y a déjà eu des accidents de circulation avec eux. Enfin bref, c'est maintenant qu'il faut qu'on soit vraiment citoyen et vigilant et qu'on communique tous. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, et puis après, on pourra discuter devant les stands. Oui. Merci beaucoup pour vos interventions. En tant que citoyenne, je vous avoue que ça m'a fait peur. En vrai, ce constat, je trouve qu'il fait vraiment peur. Et juste, je voulais, du coup, vous en parler un peu des outils qu'on peut avoir, de la vigilance citoyenne qui est hyper importante et tout. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit récap des forces qu'on a pour lutter un peu contre ça? Et je voulais savoir, est-ce que vous savez s'il n'y a pas des assos ou des lobbies qui font de la prévention auprès des agriculteurs pour qu'il n'y ait pas de nouvelles installations de méthaniseurs? Voilà. Non, mais c'est des lobbies dans le sens inverse. Hein. Ils les démarchent en fait. Ouais, j'ai cherché le mot. Il n'y a pas de lobby. Alors Claude Lefebvre vient de me dire qu'elle agit ainsi avec son association. Là, tu parles d'Eau et Rivière. Oui, Rivière. Moi, je pensais aussi tout de suite à Eau et Rivière qui rejoindre. À FNE Bretagne, donc France Nature Environnement Bretagne, nous avons un groupe qui s'est spécialisé dans la méthanisation, justement. En fait, ça nous donne, comme on est souvent tous de départements différents, ça nous donne une vision assez large, etc. Mais on n'est jamais trop. Donc, en fait, FNE Bretagne, c'est une fédération des associations locales de terrain. Et ces associations ont leur travail nourri par les gens comme nous, des citoyens, qui sont des vigiles, des sentinelles, qui remontent les informations. Donc, dans l'idée, c'est si ça vous intéresse, vous contactez l'association qui vous ressemble le plus, et puis on travaille tous ensemble après.